Bonjour à tous et bonjour à vous, Emmanuel Kiva. Oui, bonjour. Alors vous êtes le délégué général pour l'armement et vous avez été nommé 5 mois après l'invasion russe de l'Ukraine. Et depuis, on peut dire que l'actualité est très très intense. Est-ce qu'on va commencer par faire un focus avec vous sur les enjeux terrestres et aéroterrestres. Quels sont-ils aujourd'hui ? Vous avez raison de parler de l'invasion de l'Ukraine, puisqu'on voit que le retour d'expérience finalement que l'on a des opérations en Ukraine nous montre que la guerre à la fois n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on a une guerre type 14-18 avec des tranchées, avec de l'artillerie, ce qui est quelque chose de nouveau, avec une nouveauté qui est l'importance de la défense sol-air, et en même temps on a des drones, en même temps on se bat sous les mers, en même temps on se bat dans l'espace, et en même temps on se bat dans les champs immatériels, par exemple dans le domaine de la désinformation. Et ce qui est tout à fait caractéristique des conflits d'aujourd'hui, c'est que vous n'avez plus une opération qui est uniquement terrestre, uniquement aérienne, uniquement navale. C'est une conjugaison de tout cela à la fois. Et ça nous impose donc de tirer parti des technologies, des nouvelles technologies, pour nous permettre de répondre à ces nouveaux enjeux qui s'imposent à nous. Alors 2 ans de guerre, 2 ans d'économie de guerre, hein, c'est ce que le président de la République a dit il y a pile 2 ans. Ici à Eurosatory. Alors, quelles actions la DGA a-t-elle mis en place en fait et pour quels résultats ? Alors, depuis 2 ans, avec Sébastien Lecornu, ministre des Armées, nous sommes vraiment rentrés dans cette réflexion et dans cette dynamique d'économie de guerre. Ce n'est pas un slogan. D'ailleurs, le ministre a dit récemment, ce n'est pas une parenthèse non plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se doit de se préparer à une action de haute intensité en coalition contre une armée dotée d'une puissance symétrique. Oui. On n'est plus uniquement dans la guerre contre le terrorisme armé, pas oublier qu'on y est encore, oui. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus baisser la garde, mais il faut redécouvrir ce que c'est par exemple que la production. La production, je rappelle, c'était un syndrome qui avait été oublié. On disait les industriels, bon, la production, c'est pas noble. Ce qui est noble, c'est la recherche, c'est le développement. Aujourd'hui, on se dit la production, c'est ce qui nous empêche d'avoir suffisamment de munitions, d'armement. Et donc le contexte du retour de la guerre en Europe nous impose de repenser les modèles de production. Et donc quand je vous disais, on n'est pas resté inactif, c'est que nous avons fait tout un travail avec les industriels de ce qu'on appelle la BITD, c'est-à-dire la base industrielle et technologique de défense. C'est les 10 grands donneurs d'ordre que vous avez sur le salon. C'est aussi les 4500 PME que vous retrouvez sur Satori, qui sont vitales pour cette économie de guerre. Et donc ça veut dire remonter les cadences, faire des relocalisations également de dépendance. Quand on n'a plus de poudre parce qu'elle est produite à l'étranger, il faut trouver le moyen de la faire. C'est tout un panel de mesures qui sont à la fois d'ordre de politique industrielle, de technologie et puis de dynamique de partenariat également avec les différents acteurs. Et puis, accélération des cadences, j'ai l'impression que les industriels dont vous parliez ont fourni cet effort. En tout cas, le ministre des Armées l'a souligné il y a 2 jours. Vous confirmez ? Je confirme. Prenez par exemple le canon César. Oui. Aujourd'hui, on a un triplement des cadences. Vous prenez les missiles les plus complexes, que sont par exemple les missiles Aster, qui sont utilisés pour faire de la défense mer-air ou sol-air, qui ont été tirés par exemple en mer Rouge contre les rebelles Houthis. Au début, c'était 39 mois pour être capable de produire un missile et nous sommes en train de réduire drastiquement cette durée. Les radars de Thales également. Donc tout ceci, d'abord c'est vertueux. C'est vertueux parce qu'on en a besoin. C'est vertueux aussi parce que si on veut vendre à l'export des systèmes, il faut avoir des délais de production qui soient compatibles avec les attentes des clients. Et pendant très longtemps, on était sur un triptyque coût, performance, délai, avec beaucoup qui étaient mis en faveur de la performance. Ce qui est très bien, un Rafale c'est performant et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a du succès à l'export. Mais le coût et le délai sont aujourd'hui des données extrêmement importantes et on peut rater des ventes à l'export si on ne produit pas suffisamment rapidement et si on produit trop cher. Et ça fait partie de toute cette nouvelle réflexion économie de guerre que nous sommes en train de mettre en place. Alors ça pourrait être un détail, mais en fait ça n'en est pas un. On voit aussi des nouvelles choses arriver comme l'impression 3D. C'est en train d'arriver vraiment pour fabriquer des pièces détachées, des armes ? Tout simplement pour être en mesure, n'importe où, n'importe quand et à coût réduit, de maintenir en conditions opérationnelles nos matériels. Et quand vous voyez en Ukraine des canons César qui tirent à très haute cadence, eh bien des pièces s'usent et il est plus logique de pouvoir les produire sur place
éventuellement via l'impression 3D ou des véhicules de l'avant blindé qu'il faut réparer, Oui. plutôt que de renvoyer les pièces en France et puis d'avoir toute une logistique. Et donc typiquement, voilà, vous avez des sociétés, je vais en citer une qui s'appelle Vistory, qui a développé un caisson dans lequel on peut mettre des imprimantes 3D, de la fabrication additive, et que nous sommes en train d'envoyer sur le flanc est de l'Europe pour permettre à nos troupes, pour le coup, et nos armées de disposer de cette capacité in situ de réparation et de maintenance de leur matériel. Et là, on est en pleine actualité parce que le caisson est en transit, c'est ça? Il est en transit, absolument. Et c'est en fait une nouvelle filière. À la DGA, on a créé une nouvelle direction, c'est la direction de l'industrie de défense, qui a pour rôle, outre le soutien aux PME, outre le contrôle de la qualité, le contrôle des coûts, mais également de structurer la stratégie de la BITD, structurer les filières. Et la filière de l'impression 3D est un excellent exemple, comme celle des drones d'ailleurs, de filières qui sont en train de se structurer. Vous avez des initiatives qui sont des initiatives communes. Je pense par exemple à Printing Bourges, qui est une initiative qui a été inaugurée il y a quelques semaines, où vous avez plusieurs industriels, dont MBDA par exemple, qui mettent en commun des capacités d'impression 3D pour faire avancer la technologie et structurer cette filière. Alors je voudrais qu'on parle aussi simplification, parce que vous nous dites que vous avez fait des efforts, que l'administration a fait des efforts, et les industriels que j'ai pu voir me le confirment, mais ils me disent on peut encore faire mieux. D'abord, on peut toujours faire mieux. Ensuite, je pense que quand on se transforme, et la DGA doit se transformer, c'est le plan que nous avons commencé à implémenter, qui aujourd'hui est une réalité depuis 2 ans, il faut qu'on se transforme, mais pas tout seul. Donc l'industrie, Oui. ainsi que les armées d'ailleurs, doivent participer de ce mouvement de transformation. Simplifier, c'est vite dit. Qu'est-ce qu'on simplifie? On simplifie les normes, les procédures, dans le respect quand même de la sécurité. Nous, on a des lignes rouges, hein. Ouais. Les délais également. Mais ce qu'on a fait très concrètement, moi j'ai écrit à tous les grands industriels et des 3 groupements professionnels ainsi que le comité Richelieu qui s'occupe des PME, pour leur dire, vous trouvez que c'est trop compliqué, vous trouvez que c'est trop long, vous trouvez que c'est trop difficile, dites-le nous et expliquez-nous comment on peut faire mieux. Alors d'abord, on s'est rendu compte que 80% des remarques qui nous étaient faites correspondent à des choses qu'on faisait déjà, sans doute pas suffisamment et sans doute insuffisamment de le faire savoir. Oui. Donc ça, on est en train de regarder ça. Il y a des vraies propositions qui ont été émises. On a créé des nouvelles équipes. Je pense par exemple à la force d'acquisition réactive. Au sein de la DGA, maintenant, vous avez une équipe d'acheteurs. Depuis quand? Depuis à peu près 1 an aujourd'hui. Qui s'occupe de faire en sorte de faire des acquisitions réactives, des passages à l'échelle rapide. On ne peut pas traiter une acquisition de drone comme on fait un programme d'acquisition et de développement de sous-marins nucléaires. Donc il faut toujours avoir ces procédures qui sont absolument indispensables dans le cadre d'un système aussi complexe qu'un SNLE, mais qu'en même temps, on puisse se dire, finalement, je vais acheter sur étagère. Et puis c'est pas grave si c'est pas exactement ce dont on a besoin dans le monde idéal. On va accepter cette analyse de la valeur qui nous dit si c'est suffisamment bien et suffisamment rapide et que les procédures sont adaptées, eh bien on peut effectivement gagner des mois, des semaines et beaucoup de milliers d'euros. Oui, je crois que pas mal de petites entreprises aussi sont un des sujets de vos préoccupations. Vous avez un rôle, est-ce que je peux dire, de service après-vente de la politique industrielle, ou est-ce que je vais trop loin? Je pense qu'on peut dire service avant-vente, service vente et service après-vente. Okay. On peut dire les 3. Le ministre a annoncé un plan qui s'appelle PEPS, qui est la suite du plan de soutien aux PME de défense. Encore une fois, 4500 sociétés sont suivies. Ils sont suivis quotidiennement. D'ailleurs, pendant la période Covid, qu'on oublie un peu, parce que toute cette identification des délais, des difficultés, des dépendances, elle vient aussi de la crise Covid qu'on a traversée. Eh bien, pendant cette crise, aucune société de la BITD, aucune PME que l'on suivait n'est morte. Parce que justement, on essaye de faire ce soutien politique, industriel. C'est pas facile. On le fait avec un réseau aussi de partenaires dans le domaine bancaire. Également dans le domaine régional, on vient de créer les EDAR. Les EDAR, c'est quoi? C'est des attachés d'armement en région qui sont mis en place auprès des préfets de région pour nous permettre de tirer parti de tout cet écosystème et que les sociétés sachent à qui s'adresser quand elles ont un problème ou simplement quand elles souhaitent travailler avec le monde de la défense. Ça date de quand Ça date d'il y a quelques mois, 2 mois à peu près. Et c'est effectif, ça roule? C'est effectif, ça roule, absolument.
il y a eu la signature du pacte drone, c'était avant-hier, je crois. Avant-hier, absolument. Ouais. Très concrètement, pour vous, la DGA, vous travaillez, je sais que vous venez de publier une note, c'est la première fois d'ailleurs, c'est une note d'orientation industrielle sur les drones aériens de contact. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette note? Alors d'abord, c'est une première fois, puisque je vous ai dit, on vient de créer la direction de l'industrie de défense, donc on fait des premières. Ces notes d'orientation industrielle, elles ont pour vocation d'orienter la politique industrielle. Alors effectivement, en ce cas très précis, ce sont les drones de contact de moins de 150 kg, où, si je pourrais dire, on essaie de faire le 15 de France du drone, c'est-à-dire d'agréger tous les participants, tous les acteurs qui sont capables de nous fournir des briques technologiques, qu'il s'agisse des vecteurs, qu'il s'agisse des charges utiles, qu'il s'agisse de la propulsion, des batteries, et d'avoir cet écosystème structuré autour des besoins, effectivement, d'où la note d'orientation, les besoins des forces et les besoins des armées, mais en évitant que tout le monde soit en compétition, en redondance. Et donc c'est la première fois effectivement qu'une initiative comme ceci voit le jour. Et alors il y a un délai où vous ferez un point d'étape pour voir comment ça... On fera un point d'étape, je ne peux pas vous donner de délai aujourd'hui, on vient de lancer cette initiative, mais elle est déjà concrétisée par un certain nombre, de projets. Si vous allez sur le pavillon du ministère des Armées, vous pouvez avoir un certain nombre de systèmes et de drones qui font partie de cette approche. D'ailleurs, je vous invite à aller sur ce pavillon parce qu'on a quand même beaucoup d'innovations entre les armes laser, entre les robots, entre les nouveaux blindés Scorpion. Vous allez voir que la France n'a pas à rougir en termes d'innovation de défense aéroterrestre. Alors pour ce secteur, comme dans partout, il faut des compétences et des bras. Demain, je crois que vous avez une grosse journée recrutement, RH, enfin ressources humaines. Comment ça va se passer concrètement? Alors sur les événements de demain, je vous avouerai que je ne sais pas comment c'est organisé parce que j'ai des équipes qui travaillent très bien et qui donc vont travailler de manière indépendante. Demain. Mais effectivement, il va y avoir un certain nombre d'événements pour montrer que d'abord, on peut s'engager au service de la France dans les armées, on peut rejoindre la DGA, on peut rejoindre aussi l'industrie de défense. Et donc nous, notre leitmotiv aujourd'hui, c'est d'attirer des ingénieurs, d'attirer des femmes d'ailleurs, puisqu'on a un déficit de femmes ingénieurs aujourd'hui au sein de la DGA. Nous, on recrute de l'ordre de 700 à 800 personnes par an. En contrat déterminé de tout statut, plutôt en contrat à durée indéterminée, effectivement. De toute spécialité, et ça peut aller de l'administratif au marketing à l'ingénierie. Et on est évidemment en concurrence avec l'ensemble c'est-à-dire de l'écosystème industriel, de l'innovation. Et puis, il n'y a pas que les ingénieurs aussi. On recrute des maquettistes, on recrute des soudeurs. Les entreprises de défense sont confrontées au même problème. Et donc, notre but, c'est de montrer d'abord toute la diversité des missions et des profils qui sont aujourd'hui au sein de la DGA, au sein des armées, au sein de l'industrie de défense, d'attirer des jeunes vers ces carrières-là. On sait très bien que le modèle du travail a changé. Oui. On ne vient pas forcément pour 30 ans, mais ce n'est pas grave. On peut venir, travailler pour 5 ans à la DGA, partir dans l'industrie, partir et créer une start-up et revenir. On a des exemples. Sachant que nous nous engageons, absolument, sachant que nous nous engageons, nous, à bien réaccueillir ceux qui reviennent. Ouais. C'était un tabou il y a quelques années, on disait on quitte l'institution, donc ne revenez pas puisque vous avez choisi de nous abandonner. Moi je dis c'est le contraire, venez, ensuite faites-vous d'autres expériences et si vous en avez le désir, revenez et vous serez bien accueillis. Oui, surtout qu'ils auront eu entre-temps de l'expérience à vous apporter. Exactement. Écoutez Emmanuel Kiva, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et bonne fin de salon. On n'est pas encore à la fin, on est au milieu. Oh non, on est juste au milieu, comme on dit en Belgique, et je ne suis pas le Belge, mais jamais plus qu'à fond. Et donc jusqu'à la fin de la semaine, on sera sur le salon, nos équipes y seront et on sera ravis de vous y accueillir. Merci beaucoup pour votre invitation. Mais merci à vous.